Mesdames et messieurs, je ne sais pas si je veux dire excellence ou je dis simplement Monsieur Jean-Luc Akayevi. Ou prof. Aujourd'hui, c'est l'auteur qui nous intéresse vraiment. Je voudrais donc décliner, avec votre permission, l'agenda de l'après-midi. Dans un premier temps, le directeur donc, de l'Harmattan Sénégal, M. Abdoulaye Diallo, va prononcer son mot de bienvenue. Ensuite, il y a la présentation de l'auteur qui sera faite par M. Viediba. Je l'appelle affectueusement désormais M. le commissaire. Monsieur le commissaire. Ensuite, la présentation du livre sera faite par le professeur Delph Kifwani, qui est à ma droite. Voilà. Ensuite, il y aura un mot du professeur Souleymane Bachir Diagne qui va arriver, mais qui va rester juste 5 minutes parce qu'il doit prendre l'avion pour repartir. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter l'auteur qui va parler de son livre et de ses amis certainement, n'est-ce pas? Et la parole sera donc donnée au public qui va aussi se prononcer par rapport donc, à cette production. Ensuite, au nom du ministre de la Culture, M. Abdelatif Coulibaly, je vais prononcer donc le mot de clôture. Avant donc la séance de dédicace et le cocktail donc, que nous allons, comment dirais-je, faire tout de suite. Voilà, sans plus tarder, M. Diallo, directeur de l'Harmattan Sénégal, vous avez la parole. Monsieur le DC, président de cérémonie, Excellence, Monsieur le professeur Akayevi, Excellences, Messieurs, Mesdames les ambassadeurs, chers amis d'ELF, Monsieur Viediba, Monsieur le professeur Abdoulaye Senghor, je ne sais pas du tout quelle casquette je vais me contenter juste de dire professeur Senghor, actuellement le directeur du mouvement de la Renaissance, Madame Diop de la Biennale de Dakar, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Il y a 2 heures de temps, j'étais à ce même pupitre, peut-être ne disant pas les mêmes mots, mais en tout cas souhaitant la bienvenue à ceux qui étaient là avec nous ce matin pour lancer le dernier livre que le professeur Abdoulaye Bathily a réédité avec nous sur mai 68. Permettez-moi quand même de me répéter en vous disant merci de vous être déplacés pour être là parmi nous cet après-midi, avoir pris de vos temps samedi après-midi, période de Coupe du Monde. Mais c'est un plaisir et surtout un honneur pour nous à l'Harmattan Sénégal de vous recevoir ici à l'occasion du lancement du livre de son Excellence Akayevi que j'ai rencontré la dernière fois au Salon du Livre de Paris. On était tous les deux loin de nous douter que quelques mois après, le professeur Akayevi sera affecté ici à Dakar au niveau de la représentation diplomatique de son pays. Avant d'aller plus loin, vous me permettrez quand même de saluer mes maîtres qui sont derrière. Il y a le professeur Aboubakri Moussalam qui a participé quand même à faire de nous les historiens que nous sommes, parce que c'est un brillant égyptologue qui a été mon maître en 2e année et en 3e année au département d'histoire. Saluer le professeur Ndaou, saluer le directeur Raphaël Ndiaye de la Fondation Léopold Sédar Senghor. Excellence, depuis l'apparition de votre ouvrage Créativité africaine et primitivisme occidental, philosophie et esthétique, et quand ma collègue Virginie m'a saisi pour me faire part de l'apparition de votre ouvrage, mon équipe et moi avons été très honorés de travailler avec vous pour la tenue de cette cérémonie de cet après-midi. Pourquoi? Parce que votre équipe et vous avez fait montre de toute la disponibilité requise
je dois dire quand même que vous avez fait fi de tout ce qui est protocole diplomatique. Quand il s'est agi de parler de l'ouvrage, je n'ai pas reçu l'ambassadeur, j'ai reçu le professeur. À chaque fois, il s'est déplacé, il est venu, on a discuté, je l'ai mis en rapport avec mes gars, ils ont travaillé ensemble et nous voilà aujourd'hui autour de votre livre. Et en cela, quand même, je tenais à vous remercier. Et puis, saluer l'universitaire qui est en vous. Hier, je parlais très longuement le soir avec une grande autorité de notre pays qui est en train de terminer un ouvrage qui est dans la marque politique, comme je lui dis. Je lui ai dit, mais écoute, ce qui est intéressant, je me rends compte quand même, malgré l'activisme dans la marque politique, vous avez gardé votre âme. Et il me dit, mais de quoi est-ce que tu parles, Diallo? Je lui ai dit, mais écoutez, vous avez gardé votre âme. Pourquoi? Parce que vous continuez la réflexion. Et c'est ce qui est important à souligner, c'est ce qui est important à saluer, parce que les exigences de la diplomatie auraient pu vous faire cantonner, disons, dans un protocole assez confiné du monde diplomatique, mais vous avez continué à porter cette réflexion dont notre continent a tant besoin. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période d'accumulation du savoir. Pourquoi? Parce que au moment où nous parlons, l'intérêt du savoir n'est plus à démontrer. Et l'exemple que je vais donner, c'est que le gouvernement américain a voté un budget spécial pour acquérir, figurez-vous, chaque livre qui est édité sur le continent africain. Ils ont un budget spécial. Au Sénégal, pour le bureau qui s'occupe de l'achat de ces livres qui sont édités en Afrique et par des Africains, le programme est logé au WAC. C'est un programme qui cible toute l'Afrique occidentale. Il y a, je pense, au Ghana, le même programme qui cible toute l'Afrique, et il y a un autre programme. Ils ont compartimenté le continent en 4. Chaque livre qui sort, il faut qu'ils en achètent un exemplaire à envoyer à Washington. L'Union européenne, je suis désolé, ils se croient toujours plus malins que les autres, eux ont mis en place un autre programme en mettant en place une sorte de maison d'édition. Je ne leur ferai pas de la pub en les citant, mais ils ont toute une équipe de gens qui travaillent en consultant les documents, les services de documentation de toutes les universités du monde. Partout où un travail universitaire est soutenu, ils vont aller chercher l'adresse mail, ils vont envoyer un email contacté, nous venons vous proposer l'édition de votre travail de recherche. C'est les nouvelles éditions européennes, les éditions universitaires européennes pour ne pas les citer. Mais figurez-vous, ils prennent le document et tel qu'il est, le document est mis en page et il est sorti, ils envoient à l'auteur un exemplaire et le reste, c'est la quintessence du savoir qui les intéresse. Après, pour respecter la clause contractuelle qu'ils ont, ils mettent le livre, un bouquin de 100 ou de 120 pages peut se retrouver en vente à 90 € sur Amazon. On a eu quelques-uns de nos collègues de l'université de Dakar et des autres universités africaines qui sont tombés dans le panneau. Et en cela quand même, que vous nous donnez l'occasion de participer à cette réflexion, moi je ne peux que m'honorer de cela et dire à ceux et à celles qui ont des réflexions, des travaux à faire partager, que l'Harmattan Sénégal va participer en fonction des moyens dont nous disposons à rendre disponible ce travail et surtout à participer, à animer la vie culturelle et la vie intellectuelle de notre pays à travers cet espace que nous dédions uniquement à cela. Ce qui me permet de remercier quand même notre partenaire privilégié dans le travail que nous sommes en train de faire. Je veux parler du ministère de la Culture à travers la direction du livre et de la lecture dirigée par mon grand frère Ibrahim Lo, mais aussi et surtout par le ministre en personne, le ministre Abdou Latif Coulibaly. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a gardé son âme, si je veux dire, malgré le fait qu'il patauge dans la mare politique.
nous devons quelque part à Abdoulatif Coulibaly l'installation de l'Harmattan Sénégal ici. Parce que je me rappelle quand il s'est agi que j'ai fini mes études, que je suis allé voir à Paris comment faire pour avoir la maison d'édition. Quand on est arrivé, Latif était le premier avec qui nous avons discuté. Et il a participé à demander à ce que ce travail soit fait. Et depuis, avant qu'il ne soit même ministre, il a toujours accompagné le travail que nous faisons. Et quand il est arrivé au département, c'était tout aussi naturel qu'il a continué ce travail. Et puis à travers son équipe, voilà mon grand frère et compagnon de guerre, M. Lamine Sarr, avec qui on a fait un très très bon salon du livre à Bruxelles, et depuis à Conakry aussi. Et également, il y a notre ami de la Biennale qui vient de réussir quand même un travail magnifique qui a porté haut les drapeaux de notre pays. Et je commence à être trop bavard, monsieur le DC. Et puis voilà, je salue l'arrivée du professeur Souleymane Bachir Diagne tout à l'heure. Merci. Merci, monsieur. Merci bien, merci bien. Chez Diallo, je pense que tout le monde est convaincu de l'excellent travail que l'Harmattan Sénégal est en train de faire, notamment dans la promotion du livre et de la personne, sa présentation. Et je veux dire que c'était ton problème. Je me suis posé la question de savoir pourquoi on artiste au milieu des philosophes. C'est ton problème. C'est une problématique qui m'était arrivée il y a quelques années. J'étais invité par le collège d'architecture de Dakar pour présenter une conférence de rentrée sur, dans le cadre de la rentrée universitaire, sur le thème suivant, comment bâtir un monde meilleur. Alors, moi je suis pas architecte, on demande à un artiste de faire une conférence universitaire à la rentrée universitaire sur la thématique comment bâtir un monde meilleur. Et j'ai réfléchi. Pour lui, je me posais des questions. Pour bâtir un monde meilleur, faut-il le faire avec des mots de guerre? Mais le langage est encore un langage de maison. Et je ne me surprends pas. Alors, en fait, j'ai finalement décidé de donner le prix suivant. Pour bâtir un monde meilleur, faut-il dessiner des danseurs? Alors, j'ai envoyé au fait des types de ma communication. Ils m'ont appelé, mais qu'est-ce que ça veut dire dessiner des danseurs pour bâtir un monde meilleur? Je lui ai dit, ben oui, parce que le vrai problème, je ne peux pas parler de monde de terre, de matériaux, c'est langage maison. Par contre, ce qu'il y a d'important dans ce phénomène, c'est que architectes et plasticiens partagent le dessin. Or, le dessin, c'est d'abord une décharge énergétique avec le corps qui rencontre un support et qui laisse des traces. Et ça rend hommage à l'être humain. Et finalement, c'est quoi? C'est le corps qui est le plus important. L'architecture, finalement, on ne construit pas des murs, mais on représente le corps dans sa fonctionnalité biologique et sociologique. Cette salle n'existe pas. Ça existe par sa fonction. Donc, par conséquent, quand je dis c'est pourquoi c'est l'humain qui est important dans l'architecture. Et c'est la même problématique que j'aimerais poser ici. Parler de mon ami Jean-Luc Carrère, philosophe, mérite connu, entre lui et Bachir Diagne, des philosophes après d'autres, c'est un grand risque pour un artiste. Par contre, c'est que j'aimerais tout simplement dire, j'aimerais faire utiliser une espèce de parabole. Pour moi, c'est un exercice d'étude documentaire d'un objet placé devant moi dans une ambiance de lumière. Cet objet, l'étude documentaire a pour fonction pour nous les artistes de montrer le caractère de l'objet qu'on dessine, montrer sa structure, matériaux, ses caractéristiques. Et dans ces jeux, l'ombre et la lumière jouent un rôle important pour comprendre le matériau qu'on dessine, l'objet qu'on dessine. Et c'est pourquoi cette séance de présentation, je l'ai conçue comme une espèce de dessin d'objet, dessin d'étude documentaire d'un objet,
la partie opposée à la lumière et la partie de l'ombre. Et ce qui m'intéresse de plus dans cette partie, c'est les lieux de démarcation. Et les lieux de démarcation, ça c'est très important parce que dans le livre, la partie de phénoménologie, et c'est très important parce que les lieux de démarcation, c'est 1991. C'est à partir de ce moment qu'il a existé. Parce que exister, c'est être là. C'est en ce moment que je l'ai rencontré en 91 aux États-Unis, la première fois, dans le programme Young African Leaders Programme, USAID. On était 12 Africains, 12 nationalités, et je l'ai rencontré à l'hôtel lors de la présentation. Du coup, son nom, Jean-Luc Akaïvi, a attiré mon attention. Au Congo, les noms ont une plasticité, ont un sens. C'est comme Chika Otamsi. J'adore ces noms. Je me suis intéressé à son nom. Qu'est-ce que ça pourrait dire? C'est le nom. Jean-Luc Akaïvi, c'est toute une littérature qui s'est intéressée. Du coup, on a engagé la discussion. On m'a expliqué un peu si on peut oublier le sens. Et ce qui est intéressant, on s'est posé tout de suite la question de ce que nous faisons ici, 12 Africains chez les Africains. Et c'est ça qui confirme le projet que le professeur Blasso venait de dire, que le savoir, c'est de la stratégie. Et les peuples qui donnent de l'importance au savoir, ce sont ces peuples qui vont s'en sortir. Les Américains, ils nous ont convoqués, on était 12. Young African Leaders Programme, on venait juste d'avoir. Moi j'étais président de l'association des arts plasticiens et je venais de prononcer un discours qui a mis en place la Biennale en 89 et qui correspondait. Cette période est une période très importante pour l'esthétique de l'universel. C'est très important, cette tranche 89, 90, 91. Alors, du coup, notre réflexion, nos discussions pour montrer le personnage. À cette époque, moi-même, je réfléchissais, je mettais en place ce que j'appelais à l'époque le courant Kangourou, qui est une relecture de l'esthétique nègre, qui est en dehors de la pensée senghorienne, mais qui n'est pas tombée dans l'autre penchant, la copie de l'Occident, la copie esthétique de l'Occident. Et ce Kangourou était une perception qui me posait des questions de la substance. Et le formalisme, pour moi, le formalisme ne m'intéresse pas. C'est la substance de la classique qui m'intéressait, qui m'interpellait. Toute la problématique esthétique que j'ai développée à cette période, c'est cette problématique de substance. Parce que la forme extérieure devient le patrimoine de l'universel, de tout le monde. Par contre, la problématique substance, c'est la problématique de la profondeur, du sens, qui peut parler moi en tant qu'Africain, qui vit en 89, avec d'autres problématiques. Vous voyez, c'est les enjeux qui étaient les problématiques que nous soulevions. Et j'ai trouvé quelques éléments dans l'ouvrage. Ces questionnements à une période très importante où on engageait la globalisation. 89 a lancé une problématique importante avec les magiciens de la Terre qui allait dessiner le futur de la globalisation. La globalisation est d'abord un problème intellectuel, artistique et esthétique. Et c'est pourquoi ces questions, c'est des questions existentielles et des questions de projet de société, de construction nationale. Vous voyez, donc, le professeur est, depuis cette période, quand j'ai relu le livre, je me suis souvenu immédiatement des problématiques que nous soulevions depuis longtemps, depuis ces années 89, 90, 91, à travers ce projet américain. On s'est retrouvé chez les Américains. Alors aujourd'hui, ça, on peut tirer sur la chose. Les autres éléments qui sont dans cette zone de lumière, donc la zone de lumière, c'est 89 pour moi, il a existé à partir de 91. Parce que nous sommes sur le terrain de la philosophie, la naissance n'est pas seulement une naissance physique, c'est une naissance, la naissance de l'idée, de la personnalité, de l'image. Et c'est pourquoi c'est cette naissance-là qui m'a beaucoup plus intéressé que son itinéraire antérieur. L'itinéraire antérieur, j'ai appelé, c'est ce qu'on appelle, nous les plasticiens, l'ombre propre et l'ombre autoportée. Les éléments qui sont la pénombre, c'est l'ombre de l'ombre, où il y a des éléments à peu près perceptibles qui constituent son itinéraire avant d'arriver à 91. Ça, je ne vais pas beaucoup m'insister dessus parce que c'est des choses qui peuvent être. Par contre, l'autre élément, sa carrière, c'est qu'à partir de cette période, quand j'ai réécouté, c'est pendant la conférence de figuration du musée des civilisations, donc on a largement échangé. Et subitement,
Pendant la biennale, je reçois un coup de fil de ma reine, me dit je vais te passer quelqu'un, il me le passe. Alors, au même moment, moi-même j'étais en train de réfléchir, de mettre en place le pavillon Sénégal autour d'une autre problématique que je trouve dans le bouquin à l'introduction, qui met l'accent le fait que l'Occident s'est planté et aujourd'hui tout le monde doit se choisir une direction. Et c'est cette problématique que j'ai essayé de théoriser sous la forme de la brèche, qui s'est fondée sur trois problématiques: la spiritualité, l'église et l'éclectisme. Parce que le vrai problème pour nous, je pense que nous avons des problèmes avec nous-mêmes d'abord, comme individus et sociétés, qu'il faut. Nous, les autres Africains, nous avons des problèmes avec nous-mêmes d'abord. Et souvent, l'autre exploite les failles de notre société contre nous et à sa faveur. Les enjeux de ce monde, c'est d'abord comprendre ce problème. Et c'est pourquoi la réflexion qui va être la prochaine réflexion que je vais engager avec lui, c'est la naissance d'une nouvelle esthétique. Parce que la problématique esthétique est liée à une problématique de société, puisque les éléments de base et les éléments qui vont raffinir cette problématique sont en train d'être changés. Et le monde est devenu subitement identitaire. L'identitaire est devenu la nouvelle philosophie cachée du libéralisme. La confrontation identitaire est devenue un projet politique. Et l'esthétique ne peut pas ignorer cette problématique identitaire naissante. Ce qui a élu Poutine, c'est l'Église orthodoxe, donc d'anciens pays communistes. Ce qui s'est passé en Italie, la problématique identitaire, Marine Le Pen arrive au deuxième tour, le président américain, la droite libérale, réactionnaire. Vous voyez donc la question identitaire n'est plus un problème tabou. Et cette problématique identitaire doit être repensée et fondée la base de la nouvelle esthétique à mettre en place. Je crois que le projet de débat esthétique n'est pas un débat aérien, c'est un débat de fonctionnalité des sociétés. Parce que l'esthétique a toujours été un problématique de fonctionnalité. Il faut que, parce que sinon ça devient aérien. Et l'esthétique doit être opérationnelle. Ça va changer la manière dont nous percevons le monde et comment nous vivons le monde. Je vous remercie. Bravo, bravo, comme il l'a dit. Je pense que votre rencontre aux États-Unis il y a 27 ans, ce n'est pas une rencontre fortuite. Parce que vous, comme vous l'avez dit, vous êtes rencontrés dans un contexte des années 89, 90, 91, qui coïncide pratiquement avec la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, et quelque part l'affirmation de la globalisation. Et vous l'avez dit, cette globalisation ne refute pas aussi la question de la problématique identitaire. Et justement, comment dirais-je, le thème de la Biennale de Dakar de cette année, axé sur le rouge, justement, amène justement ce questionnement sur effectivement notre identité, n'est-ce pas, sur l'assumation de notre identité en réalité. Donc je pense que personne n'était mieux placé que vous pour parler de l'auteur vraiment. Et cette fois-ci maintenant, le professeur Delphes, vous allez maintenant nous faire voyager à travers les lignes de l'ouvrage de M. Avec si, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un immense plaisir pour moi de participer à cette séance de dédicace. Lorsque le professeur Akaevi, je préfère l'appeler ainsi, lorsque le professeur Akaevi m'a appelé me demandant si je pouvais être à Dakar le 23, je lui ai dit que ce n'était pas possible avec tout ce qui se passe à l'UGB. Quand on est à la tête d'un département, il est très difficile de partir. Donc tout de suite, je lui ai dit que je ne pouvais pas. Et il m'a dit, et si c'est pour la présentation de mon ouvrage? Je dis, je viens. Voilà, donc, voilà. Et j'ai pris 3 jours en mettant tout de côté pour vraiment lire cet ouvrage. Cet ouvrage m'a intéressé, en fait, à plus d'un titre, parce qu'il développe en réalité des problématiques qui sont les nôtres au sein du département que je dirige, celui des métiers des arts et de la culture de l'Université de Saint-Louis. Et quand je l'ai fini, j'ai réuni 3 de mes doctorants pour me dire, vous devez vous saisir de ces problématiques, parce que c'est aujourd'hui des problématiques majeures avec tout ce qui se passe, qui remet en question le patrimoine culturel africain qui est ailleurs. Il y a un grand débat aujourd'hui pour faire revenir ce patrimoine. C'est vraiment un livre d'actualité et le professeur Akaevi, pour cela,
je vous remercie, non pas seulement pour cet ouvrage, mais pour toute cette vigueur et cette exigence scientifique que vous mettez dans vos propos, dans votre contenu, au-delà des fonctions ô combien difficiles. Alors, l'ouvrage Créativité africaine et primitivisme occidental, philosophie esthétique, s'intéresse en réalité à un certain nombre de travaux qui interrogent chacun à sa manière les démarches de création dans une Afrique essentiellement noire. En 9 chapitres, l'auteur s'inscrit en réalité dans une double analyse où philosophie esthétique aide à saisir la beauté nègre. Dans une introduction bienvenue, pour faire tenir le tout ensemble, il faut reconnaître qu'on passe dans le livre d'un extrême à l'autre, non sans cohérence, en tout cas du début à la fin, il y a une ligne directrice, il y a une ligne de pensée qui est justement une ligne scientifique où l'auteur justement se positionne par rapport à un certain nombre de travaux existants dans ce champ d'études. Le professeur Akayevi, en fait, part d'un concept qui est, à mon sens, un concept fondamental, celui de primitivisme occidental. C'est un concept qu'il malmène, qu'il retourne dans tous les sens. Et ce retournement, justement, donne lieu à des pistes qui nous intéressent en tant que chercheurs, en tant qu'Africains, en tant que penseurs, pour justement penser tout ce monde en mouvement dans lequel nous nous trouvons. Et donc le concept de primitivisme occidental éclaircit en réalité celui de créativité et esthétique négro-africaine. Donc l'objectif fixé à la page 9, entre autres, je cite, de mettre en cause une certaine tradition philosophique et occidentale dans la mise en signe de ce que l'on appelle la modernité. La première partie de cet ouvrage s'ouvre par un hommage émouvant à Alioune Diop, et je pense que tous ici savons le combat qui a été le sien, mais aussi celui de Senghor et Léon Gautran Damas, pour donner justement une visibilité aux travaux d'auteurs africains qui allaient révolutionner justement la pensée africaine et même mondiale. Donc Alioune Diop est le fondateur de la revue et d'édition Présence africaine, et donc justement dans cette première partie, son combat est mis en lumière, mais aussi le combat d'autres intellectuels qui sont à ses côtés. Et dans la seconde partie, l'auteur nous inscrit dans une analyse rigoureuse, je cite, de certaines formes et expressions artistiques négro-africaines et traditionnelles. Au-delà de ces deux parties, à mon sens, il faut souligner l'importance d'une approche duel en réalité, qui repose d'un côté sur l'expérience de l'auteur à la tête de plusieurs institutions au Congo, de l'autre, une vraie réflexion d'ordre philosophique et esthétique entamée, comme il le dit dans son propos, il y a plusieurs années. Les chapitres de cet ouvrage nourrissent en réalité cette approche de départ. L'auteur commence dans le premier chapitre, à la page 16, par des principes directeurs et fondateurs d'une nouvelle modernité de la pensée africaine, énoncés par Alioune Diop, bien sûr. Dans le même ordre d'idées, il revient sur le combat de plusieurs intellectuels parisiens, noirs africains, américains et antillais, à l'instar de Camus, Monod, Senghor, Césaire, Gide et bien d'autres. Si les premières pages de ce chapitre relèvent bien de l'histoire, l'auteur s'arrête à l'importance de présence africaine, dont j'ai évoqué justement la réalité tantôt, qui publiera quand même des ouvrages qui sont devenus majeurs, Nation Nègre et Culture, de Cheikh Anta Diop, Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Des ouvrages justement qui donnent quand même un certain élan et un certain écho au combat mené par les uns et les autres en Afrique et ailleurs. L'engagement de ces intellectuels sera déterminant dans la prise de conscience collective, dans la plus grande célébration, l'auteur en parle aussi dans son livre, sera le premier festival des arts nègres de Dakar en 1966, en avril 1966. Et le livre, vraiment, de façon rigoureuse et scientifique,
nous mène justement, mène cette réflexion en nous montrant combien ça n'a pas été facile pour ces intellectuels-là pour arriver justement à ce couronnement. De l'art primitif à l'art premier, on ne manque pas dans le chapitre 2 et 3 de s'arrêter sur l'art nègre de Georges Hardy. J'ai vraiment, professeur Akayevi, aimé la façon dont vous avez construit et déconstruit justement à partir des recherches de Georges Hardy le concept d'art nègre justement, pour essayer de le dépoussiérer et de le construire autrement. Il nous est d'abord proposé une réflexion à partir de laquelle on comprend comment dans la mise en valeur des arts non européens, le discours occidental moderne a transformé le concept d'art primitif en art premier. Ensuite, partant des conquêtes coloniales, l'auteur montre comment les nations européennes investissent l'Afrique pour la dépouiller de presque tout. Art sauvage ou primitif, les objets qui vont partir de l'Afrique vont s'imposer, et j'ai vérifié justement un certain nombre d'hypothèses, professeur Akayevi, qui sont des hypothèses très complexes, mais que vous avez menées avec une aisance que je vous connais, bien sûr, parce que je rappelle justement qu'à Mariengouabi, j'ai suivi certains de vos cours de philosophie, bien qu'étant étudiant en lettres modernes, mais j'étais intéressé justement par cette pensée que vous développez. Donc, ces objets se sont imposés à partir de leurs références plastiques. Ils ne seront plus seulement, souligne l'auteur à la page 63, des objets sauvages ou primitifs, mais des révélations plastiques et esthétiques. Je pense que c'est important de comprendre justement cette évolution et d'en saisir le sens. Parmi ceux qui vont s'intéresser à cet art nègre, l'auteur impose comme référence essentielle Georges Hardy, que j'ai cité tantôt. Dans le livre « L'art animiste des Noirs d'Afrique », l'art nègre a été pris comme l'une des portes d'entrée du discours esthétique occidental moderne vers la reconnaissance de l'art africain occidental. L'auteur discute ici essentiellement les allégations de Georges Hardy qui mêlent fétichisme, spiritualité et instinct, sans jamais parler de philosophie de l'art nègre, de démarche de création ou de créativité. Et vous partez justement de ce manque pour essayer de construire votre propos. Poursuivant la déconstruction de la pensée de Georges Hardy, le professeur Jean-Luc Akayevi va à l'inverse donner avec précision dans les chapitres 4 et 6 des éléments essentiels à la compréhension d'une démarche de création architecturale partant du Zimbabwe, partant du grand Zimbabwe. C'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de jubilation que j'ai justement découvert tout cela et j'ai passé des heures à aller fouiller justement plus profondément cette histoire. Et vous parlez également du Mbosi, système mathématique qui dit l'harmonie et la perfection esthétique du monde chez les Mboshi, de la cuvette septentrionale congolaise. Le grand Zimbabwe, bâtiment le plus ancien en Afrique noire, souligne l'auteur, page 108, est une architecture unique qui dénote de la part des architectes noirs zimbabwéens une haute pensée de leur esthétique architecturale. On a justement entendu parler, surtout à partir des travaux de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga, entre autres, de cette architecture égyptienne. Je pense qu'ici, il y a justement un effort de votre part pour mettre en lumière cette architecture zimbabwéenne. Cette architecture, justement, ce grand Zimbabwe est fait de pierre et d'un mur de 250 mètres de long pour 1500 tonnes de pierre entourant la grande enceinte. Mais ce qui retient le plus l'attention dans cette œuvre monumentale, ce sont 8 oiseaux aux ailes repliées, taillés dans la pierre, qui demeurent à ce jour une énigme aussi bien pour les historiens que pour les philosophes. De cette créativité du système opératoire, de cette créativité au système opératoire classique Mboshi, et on n'est pas dans le même ordre, certes, mais la démarche à laquelle s'intéresse l'auteur est celle d'une pensée logique dans le déploiement des opérations de l'esprit. Par la pensée, souligne l'auteur, l'homme Mboshi, je cite, page 146, arpente le cosmos partant d'un système d'initiation appelé au Tuere, qui lui apprend à dire son monde
en interprétant les signes. Ce système opératoire s'appuie sur 4 opérations fondamentales. Celle de l'addition, c'est-à-dire ajouter les nombres les uns aux autres, quelle que soit leur grandeur et épaisseur. Celle de la multiplication, qui vaut duplication. Celle de l'extraction et enfin, celle de la division. Restant au Congo, les chapitres 7 et 8 analysent la pensée créatrice congolaise contemporaine. Remontant jusqu'aux travaux de Jean Colette, africaniste belge, l'auteur montre les premières manifestations culturelles artistiques dans les deux Congos, qui, rappelle-t-il, sont issus du royaume Congo, dont le livre trace très bien les contours géographiques. Tour à tour, le professeur Jean-Luc Akayevi s'intéresse à la statutaire Teke, Kwele, Kota, les fétiches à clou Congo, Bembe, les marocs en bois Kiebe, Mbossi, Koi, etc. Cet inventaire analyse qui ouvre sur l'histoire de l'école, cet inventaire analyse qui ouvre sur l'histoire de l'école de peinture de Poto-Poto et de quelques peintres congolais des premières générations, parmi lesquels Jean Balou, Eugène Malonga, Faustin Kitiba, se prolonge avec le mouvement des années 1990, le recyclard, sous la responsabilité de Nicolas Bissy. Dans ce bouillonnement créatif, une figure émerge en réalité, celle de Marcel Gauthen, artiste d'exception, qui met au jour une esthétique dans laquelle, dit l'auteur, l'être est dynamique, énergique, plein de vie. Dans cette esthétique, poursuit-il, page 223, l'auteur, le peintre, nous fait découvrir une Afrique merveilleuse, traditionnelle, adossée au monde africain, arrimée à la modernité de l'art universel, comme émerveillement et plaisir de l'œil et de l'esprit. Comme je l'ai dit justement en ouvrant mon propos, je pense que professeur Jean-Luc, ce livre mérite vraiment d'être médiatisé et notre UFR à l'université Gaston Berger de Saint-Louis s'intitule justement UFR des civilisations, religions, arts et communication. Il y a un intérêt aujourd'hui, en tout cas pour les Africains, de s'enraciner d'abord avant de s'ouvrir. Je pense que c'est important de connaître sa propre histoire, de connaître son propre patrimoine avant d'aller vers l'histoire et le patrimoine des autres. Je vous remercie. Merci, professeur. Je pense que chez Akayevi, je vous ai vu en train d'acquiescer tout ce qu'il a dit. Ça signifie que véritablement vous souscrivez à son analyse, n'est-ce pas? Et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire le livre peuvent avoir déjà un aperçu de la profondeur justement de son développement. Et professeur, je pense que même je vais vous inviter peut-être à mettre vos étudiants donc, qui font le master de recherche à s'intéresser effectivement à ce qu'il a fait. Pourquoi ne pas donner ça comme thème de recherche effectivement dans vos mémoires, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup, merci. Alors donc, le professeur Suleiman Bachir n'est pas encore là. Pas encore. Bachir aura le dernier mot. Il aura le dernier mot, voilà. Bachir va arriver, voilà. D'accord, donc, M. Evi, vous avez la parole. Comment avoir la parole alors que le livre est là, il suffit de l'acheter et de le lire. C'est plus simple. Monsieur le directeur de cabinet, je voudrais avant toute chose remercier M. Diallo, sincèrement, du fond du cœur, pour nous avoir donné l'occasion de se retrouver ici. Nous nous sommes retrouvés il y a 2-3 ans au salon du livre, et je crois que c'est à l'occasion, j'ai discuté même deux tables rondes. Une avec M. Lo, le directeur, l'autre avec Sarr, Féroï Sarr. Oui. Nous sommes retrouvés tous à Paris, au salon du livre, on parlait du livre. Je voudrais avant toute chose remercier deux de mes complices qui sont dans la salle. C'est des grands professeurs sénégalais. Ouais. On les appelle, moi je les appelais les gendarmes du Kamès. Les Kamessards. Le professeur Pape Ndoye, il est là-bas au fond, comme toujours.
et le professeur, un grand égyptologue, le géant, Lam Aboubakar. Comme nous le trouvons au Kamès, à ce monsieur-là, je ne vous dis pas. Oui. Donc, je suis heureux de les trouver dans la salle. Grand prof, Pape Noé. Il manie la langue française, peut-être pas mieux que le Wolof, mais autant que le Wolof. Sinon mieux que le Wolof. Pape Noé. Le monsieur à côté de Pape Noé, que vous avez applaudi, avec l'âme, on dit qu'au Bengale, c'est le dauphin de chez Contagion, mais ici, c'est lui. Ouais, ici, c'est l'âme, un des plus grands égyptologues africains aujourd'hui. Et je ne plaisante pas quand je le dis. C'est ça. L'âme, grand monsieur. Chère Mariam, encore une fois de plus, c'est vous. Quand j'ai reçu ce livre, quand je l'ai relu, j'ai pensé à 3 personnes. À Bachir. Bachir avait écrit un beau livre sur Senghor. Léopold Sédar Senghor, l'esthétique de Senghor. Magnifique livre. J'ai pensé à Bachir. J'ai pensé à un autre livre de Bachir que beaucoup de gens n'ont pas lu, je pense qu'ils n'ont pas lu. Qui est un grand livre. Comment philosopher en islam. En islam, c'est ça. C'est un grand livre. Comment philosopher en islam. Et quand je dis ça, j'oublie pas sa grande thèse sur Boule de Bachir. J'ai pensé à Bachir et je pensais à une dame qui est de l'autre côté de l'océan, qui est sur une île, qui est à Gorée. C'est Christiane Falgaret. Christiane Falgaret, quand nous nous sommes retrouvés au musée d'Aper, elle m'a dit une seule chose: tu as là la meilleure bibliothèque qu'on puisse imaginer sur les arts d'Afrique. En dehors de la bibliothèque de Frobenius et celle de Wunderman. Wunderman était un grand collectionneur d'art africain de l'époque où on avait mis en place le MoMA, le grand musée de New York et le Metropolitan Museum. Enfin, je lui dis, il dit non, tout ce que tu voudrais faire, c'est là-dedans. Et j'ai eu la chance d'être dans la bibliothèque de M. Michel Nouveau, le défunt mari de Christiane Falgaret, et là il y avait tout, jusqu'aux livres les plus précieux. J'ai lu le livre original de Dapper sur la description de l'Afrique, de Dapper, et la version néerlandaise et la version française, qui a été traduite bien plus tard. Christiane Falgaret. Et puis, il a rappelé, je suis avec ce monsieur à New York. Nous sommes allés à Harlem Studio Museum. Nous avons vu une dame, une charmante dame. Vietti passé fâchée avec un ami nigérian. Lui, il se souvient du nom de cet ami nigérian. Je me souviens parce qu'il avait un nom au Kékéré, un nom comme ça. Enfin bref, nous sommes allés au Studio Museum, on a vu une dame, une charmante dame, Suzanne Vogel. Suzanne Vogel avait fait une belle exposition, African Explorer. On a eu une discussion longue. Je crois que Vieux-Dibé était parmi ceux qui voulaient tout de suite qu'on ferme cette exposition. Ça se passait à Harlem. Parce qu'il y avait des tableaux qui étaient là, fascinants, et en même temps décapants. Et quelques années plus tard, quand j'ai vu mon ami Yacouba Konaté, j'ai dit, Yacouba, moi j'étais avec des amis à New York, on est allé à Harlem, on a vu une exposition African Explorer. Il dit, ah mais je connais cette dame. Suzanne Vogel avait fait une belle thèse d'État sur l'art, le visible et l'invisible dans l'art baoulé, qui est un grand livre. Alors, c'est maintenant à l'université, à Yale Université, Suzanne Vogel. Puis, je dis, bon, c'est bien compliqué.
je reviens à Paris, mais bien avant Vieux-Débat et avant Suzanne Vogel. Je suis à Paris, je voulais faire une thèse de philosophie, de phénoménologie, sur un grand philosophe juif français, Emmanuel Levinas. J'avais comme directeur de thèse Jean-François Lyotard. Jean-François Lyotard, qui était le plus grand phénoménologue français. Jean-François Lyotard me dit, bon écoute, tu vas travailler avec moi, mais il faudrait que tu rencontres Levinas. Je suis allé voir Levinas. Levinas, à l'époque, était directeur du Centre Rachid. Le Centre Rachid, c'est le plus grand centre intellectuel juif à Paris. Je suis allé voir Levinas, et Levinas me dit, ah, un Africain qui va travailler sur l'honneur, ça vient d'où? Je lui dis, ben, tout simplement parce que j'ai lu Totalité infinie, autrement qu'être au-delà de l'essence. C'est des livres qui m'ont bouleversé, qui m'ont fait départir et de Heidegger et de Husserl. Il m'a dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, vous voulez faire une thèse? Mais pourquoi vous ne voulez pas faire une thèse sur l'Afrique? Il serait bien fait d'abord une thèse sur l'Afrique, après vous faire une thèse sur Levinas. Ce qu'il me dit, Levinas. Je lui ai dit, bon, bah, je vais réfléchir. Je repars voir Jean-François Lyotard, il me dit, ah, est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il n'a pas raison, ce vieux Levinas? Je lui ai dit, je vais réfléchir. Mais j'étais comme embêté parce que j'étais très engagé dans ma thèse d'État sur Levinas. J'étais dans il engage chez Manuel Levinas. Je dis, bon, je vais réfléchir. Et puis finalement, je continue à travailler. Et puis, je tombe sur un grand prof qui s'appelle Louis Marin. Louis Marin, il est spécialiste du XVIIe siècle, spécialiste de la philosophie de l'art du XVIIe siècle. Et je lui dis que je voudrais travailler sur Levinas, mais pour le moment, je m'intéresse à la sémiologie des arts nègres, parce que c'est un grand sémiologue. C'est un grand sémiologue. Il dit à la sémiologie des arts nègres, mais comment ça, par quelle porte tu vas entrer dans cette affaire? C'est bien compliqué. J'ai dit, si, je vais essayer. Puis il me dit, mais tiens, demain, j'ai un ami, j'ai une espèce de luberlu, mais tu vas le rencontrer, il va t'intéresser. Il me dit, j'ai un ami, il est bizarre, il est au Gabon, il a ramené des œuvres. Oh, mais il travaille avec ma femme. C'était comment ils appellent? Jacques Kershach. Jacques Kershach. Jacques Kershach, c'est à l'origine de ce qu'on appelle le musée du Quai-Branly. C'est Jacques Kershach. Je dis, ah bon? Oui, Jacques Kershach, il a ramené des œuvres du Gabon. Il faudrait que tu viennes voir. Et le lendemain, Jacques Kershach faisait une exposition sur l'avenue de la Grande Armée, vers Neuilly. Nous sommes allés, je suis allé, vous seriez étonnés, et je suis allé avec une amie à moi, je ne dis pas le nom, Marie me connaît le nom. Nous sommes allés à cette exposition. Quand nous sommes arrivés à cette exposition des objets d'art africains, et il avait mis, comme ça, en grand portrait, un éditorial du journal Libération. Pendant que le Louvre ferme la porte aux Africains, le Metropolitan Museum ouvre les portes aux nègres. C'est ça. De quoi il parle, Kershach? Effectivement, une semaine avant, on avait ouvert au Metropolitan Museum de New York sûrement l'une des plus grandes expositions sur les œuvres d'art d'Afrique noire. Et donc, Kershach ne comprenait pas pourquoi le Louvre ne faisait pas la même chose. Et à cette occasion, il fait une conférence dure contre le Louvre, contre le musée du Louvre, contre le musée de l'homme
et contre le musée de Trocadéro. Ah, j'étais intrigué. J'étais, mais quelle charge là. Parce que Kershawshian, c'était un type qui avait des histoires bien bizarres. Vous savez, il a fait la prison au Gabon parce qu'il avait réussi à collectionner des masques fonds qui étaient à l'époque interdits. Il avait réussi à les collectionner et on l'a arrêté. Et l'a mise au tôle, mais la tôle, c'était pas aller dans 4 murs. On l'a enfermé dans une cabine téléphonique. Et ce Kershawshian, il se mettait à raconter l'histoire de ces œuvres d'art d'Afrique aux États-Unis. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à cette question d'art. Mais pour venir au primitivisme. Le primitivisme, c'est tout simplement c'est pourquoi j'ai commencé par Alioune Diop. En 1934, 34-35, à l'époque, il est considéré comme le plus grand philosophe européen de cette génération, Edmund Husserl. Husserl est allé à Vienne. Il a fait une conférence dans laquelle, cette conférence est publiée dans la phénoménologie transcendantale et la civilisation européenne. Dans cette conférence, Husserl dit cette chose simple. La seule civilisation, depuis que l'humanité existe, qui a réussi à épanouir, un épanouissement de la spiritualité de l'homme, c'est la civilisation occidentale. Il continue, Husserl, dans la même conférence. Il dit, depuis les Grecs, seule l'humanité européenne a réussi à montrer le chemin du savoir et de la connaissance. Wow. Comme tel. Comme tel. Voilà pourquoi, quel que soit le degré de barbarie auquel est parvenue la civilisation européenne, malgré cette barbarie, c'est toujours et encore la civilisation européenne qui montrera le chemin de la sagesse du monde. Parce que depuis les Grecs, seule la civilisation européenne est à la pointe de la sagesse et de la connaissance. La meilleure contemplation de l'homme, c'est la contemplation du savoir. Voilà ce que dit Husserl. Est-ce qu'il a été piqué au vif? J'en sais rien. Toujours est-il que Alioune Diop, dans son fameux éditorial du premier numéro de la revue Présence africaine, vous me corrigerez si je prononce mal. Je crois que c'est Nyampaya. Ça doit être en tout couleur. Alioune Diop, dans cet éditorial, qui pour moi est le premier signe de la convocation des nègres à la fabrication de leur pensée moderne, dit une chose simple. Il est temps, désormais il est temps que les Africains eux-mêmes fabriquent leurs propres paramètres. Comment penser? Qu'est-ce que signifie penser? Et comment les Noirs pensent? C'était ça le sens de cet éditorial. Et à partir de là, je pense, tout était parti. Voilà pourquoi je vous demande par cet hommage à Alioune Diop. Et je pense que c'est là le premier signe de ce qu'on appelle l'enclavement ou l'enveloppement de la modernité de la pensée africaine. Et à partir de là, cet homme a réussi à convoquer ceux des Africains et de la diaspora et du continent et ceux qui étaient en Europe, comment penser, comment les Africains doivent penser pour participer à l'épanouissement de la pensée universelle. En se défaisant des paramètres laissés par les Latins et les Grecs.
Est-il possible de penser une pensée africaine qui soit une pensée universelle à partir de là? Et du coup, nous avons vu qu'à partir de là, un certain nombre d'événements qui, pour moi, passent pour être des événements qui marquent ce qu'on appelle la modernité européenne, passe justement par cette confrontation entre les différentes facettes de la pensée noire avec les autres formes de pensée en Europe. C'est le cas de l'art, c'est le cas de Picasso, mais c'est le cas de Tristan Tzara, c'est le cas des grands littéraires, des grands écrivains surréalistes, des expressionnistes, jusqu'aux cubistes. Et à partir de ça, nous avons vu que, au fond, la modernité européenne, elle s'est fabriquée, s'est fondée à partir d'un certain nombre d'éléments qui venaient de la culture africaine. De la même façon, que la pensée de la Renaissance procédait. Il est là, et tu es Monsieur, tu es là. Je suis désolé. Monsieur l'ambassadeur, je sais bien, mon cher Jean-Luc, parce que le protocole républicain l'impose, il faut que je t'appelle d'abord Excellence. Excellence. Avant de dire quelle joie est la mienne de venir, même si je ne peux rester malheureusement quelques minutes, pour dire mon plaisir de voir ce livre dont tu m'as parlé pendant qu'il était encore en gestation et à l'état embryonnaire, devenu maintenant le livre que nous attendions et nous avions raison de l'attendre. Je voudrais simplement dire un mot sur l'importance de la philosophie esthétique pour notre continent. Parce que tu le sais, il y a eu de longs débats sur l'existence ou non de la philosophie africaine, des débats qui se sont avérés au fond inutiles. Parce qu'il suffit de partir des objets philosophiques africains eux-mêmes pour que la question soit réglée. Partir des problèmes eux-mêmes, et ce sont les problèmes qui définissent les approches. Et par conséquent, dans la mesure où il y a un art africain qui, dans sa diversité, présente des dénominateurs communs, ce n'est pas à toi qu'on va dire, qu'on va apprendre ce dénominateur commun, précisément la recherche d'une réalité, le langage pour dire une réalité qui est la réalité esthétique. Et l'affirmation qu'il y a de la pensée philosophique dans le geste artistique, et je suis heureux de dire cela à côté de mon frère Vieux et de mon vieux complexe intellectuel que Vieux Diva est. Et dans ta démarche, avant même ce livre, tu as toujours exploré ce langage, et nous qui sommes tes amis, tes collègues, qui sommes restés très attentifs à ta démarche philosophique, avons toujours tant appris auprès de toi et construit notre propre réflexion en conversation avec la tienne, avec ta trajectoire et avec tes travaux. C'est ce que je voulais dire sur le livre, pour en saluer la naissance, pour dire avec quelle joie je sais que nous allons en tirer le plus grand profit. Notre aîné, Paulin Ontonji, disait il y a 30 ans que la philosophie africaine sera vraiment ce qu'elle doit être lorsque un ensemble de textes de philosophie seront produits, présentés par leurs auteurs comme philosophiques, et nous en sommes là. La situation est celle-là, et donc l'affirmation de l'existence de cette philosophie africaine articulée aux objets de pensée africains, en premier lieu les objets d'art, voilà la démarche qui a été la tienne et que nous saluons. Ça nous permet d'avoir des enseignements solides en philosophie africaine et de proposer à nos étudiants des ouvrages où ils pourront nourrir leurs réflexions
à côté de la réflexion qu'ils ont sur l'esthétique kantienne, sur l'esthétique de Schopenhauer et sur d'autres esthétiques. Et de cela, je te suis infiniment reconnaissant. J'ajoute un dernier mot, si tu le permets. Bien sûr. Tu es de ces amis qui me sont chers comme philosophe, parce que quoi qu'ils fassent, quelle que soit leur responsabilité, quels que soient leurs engagements au service de l'État, et on ne peut pas être davantage au service de l'État que de représenter dans notre pays un pays frère comme le Congo, cela n'enlève aucune heure de réflexion philosophique chez toi. Et de savoir que ambassadeur tu es, mais philosophe avant tout tu es et tu restes. Merci. Et je disais, c'était épitomé, suspension. Après ce qu'a dit Bachir, franchement, ça vaut la peine que je continue à parler. Je pense que c'est mieux peut-être de vous donner la parole. Vous savez acheter le livre. Il y a le directeur du livre qui est là. Je voudrais vous remercier, M. Racine Senghor, je voudrais vous remercier, remercier tout le monde. Je dis simplement acheter ce livre et comme ça vous voyez à quels enjeux je me suis confronté pour pouvoir l'écrire. Je voulais aussi dire, lorsque j'ai fini de rédiger ce livre, ou quand il est arrivé plus tôt, je me suis retrouvé avec un ami. Il est parti trop vite, il est ici, il travaille pour le Sénégal, il travaille pour Madame Alimba. D'accord, monsieur. Moi, je le tiens pour l'un des meilleurs spécialistes des expositions d'art d'Afrique noire. Simon Jamy, qui est un grand ami à moi. Nous allons manger ensemble avec Luc, je crois, je sais pas. Et puis il me dit, ah, je m'en vais, mais tant pis pour toi, tu vas te débrouiller avec les Sénégalais. Je dis, ah bon? Je dis, se débrouiller avec les Sénégalais, c'est une belle affaire. Parce que quand on se débrouille avec les Sénégalais, on apprend beaucoup de choses, mais plus que beaucoup de choses, plus de belles choses. Simon est parti, le livre est sorti, quelque part, il se retrouvera dans ce livre, parce que lorsque montait Africa Remix à Bobo, après les magiciens de je suis bien. Africa Remix, le jour de l'inauguration, je suis avec Sonika et nous montons au 5e étage de Bobo et il me dit, mais c'est quoi ça? Ah, parce que l'art contemporain, et c'est quoi ça? Vous avez vu les œuvres de Chéri Samba, de Moquet, de Vocapel. Il dit, c'est quoi? Je lui dis, c'est là. Je lui dis, ah bon? Puis il me dit, c'est ça primitif. Mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Quand Wall se dire les choses, dans le bon sens du terme. Oui, bon, c'est l'Africain. Donc je pensais à Simon Jamy tout simplement parce que dans ce livre, il y a des figures à partir desquelles j'ai vraiment pensé ce que je pensais. Je pensais à la Biennale de Dakar. Moi, j'étais là quand c'était la Biennale des Arts et des Lettres. 90. Théophile avait fait une belle leçon inaugurale. Théophile Obenga a fait une belle leçon inaugurale. Ensuite, nous sommes revenus avec Rémi Sagna. Après, avec Yacouba Konaté. Et dans ce livre,
on retrouvera beaucoup de choses qui viennent de la Biennale La de Biennale de Dakar. Dakar, absolument. Et puis il y a eu Mariemba. Et puis il y a eu... Nous nous sommes retrouvés à Brazzaville. Brazzaville. Nous avons rendu un bel hommage à un grand monsieur de ce pays, à Cheikh Hamidou Kane. Mais tout cela pour vous montrer les strates de la pensée africaine. Comment un certain nombre de personnes ont réussi par leurs écrits, par leurs travaux, par ce qu'ils font comme art, comment ils ont réussi à montrer qu'aujourd'hui, dans le combat de ce qu'on appelle la post-colonie, pour reprendre le mot d'Achille Bembe, il y a quelque chose qui nous habite, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans l'économie monde qui est la nôtre, on ne peut plus se passer de la geste, de la geste de la pensée africaine, de la geste de la philosophie africaine. Et le primitivisme que je vise ici, c'est le primitivisme au sens flamand du terme. Lorsqu'on parlait des primitifs flamands, les primitifs flamands, c'est-à-dire tous ces grands créateurs hollandais des années de 11e, 12e, 13e siècle, tous ces créateurs qui ont réussi à faire bégayer l'art antique romain pour donner à l'art des nouvelles formes étonnantes, étranges, bizarres. Hein? C'est quand même décapant. Bruegel, il n'y a rien de plus décapant que Bruegel. Le bâton de l'aveugle de Bruegel, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tellement moderne que quand vous regardez Bruegel aujourd'hui, vous ne pouvez même pas imaginer que ce 14e, 13e, 14e siècle. Mais c'est ça l'art africain. C'est comme ça que l'art africain est entré dans le sillon de Picasso, de Braque. Mais c'est comme ça aussi la musique africaine. C'est comme ça. Et donc du coup, tout mon travail c'est de montrer que dans la pensée figurative africaine, on dit, bon, la pensée passe par les mots, hein, par le son. Mais chez nous, la pensée passe aussi par l'image, par la sculpture. Quand vous voyez un masque Dogon, quand vous voyez un masque Telem, quand vous voyez, je ne sais pas, un masque Luba, quand vous faites l'interprétation herméneutique de ce masque, c'est aussi rude que l'exégèse de la Torah. Parce que quelque part, derrière cet hiéroglyphe, parce que ce sont des hiéroglyphes, il faut découvrir la pensée qu'il y a derrière. Mais cette pensée est essentielle. Et toute l'histoire de l'Afrique passe par cette forme de pensée. Et donc, du coup, je pense que l'une des plus belles écritures de la pensée négro-africaine, c'est l'art. C'est la sculpture, c'est la peinture, c'est la musique, c'est la littérature. C'est la littérature. Et qu'aujourd'hui, on pourrait même dire que quelque part la pensée universelle vient de ces formes de pensée. La pensée dite scripturelle qui est maintenant fatiguée par le numérique, qui est complètement enfouie par le numérique, elle revient en force par ces formes de pensée dites primitives qui sont les nôtres. Qui sont les nôtres. Et comme si dans le geste de la fabrication de la pensée, de la sagesse, de la connaissance, il fallait repasser, il faut repasser par là, pour repenser de nouveau frère ce qu'on appelle la pensée. Et c'est comme ça le sens de ce livre. C'était une tentative pour montrer que la pensée africaine, l'une des formes de la pensée africaine la plus belle, passe par les objets d'art, passe par la musique, passe par la littérature. Quand
quand vous lisez, je ne sais pas moi, le double d'hier rencontre demain. Beaucoup de jeunes Africains d'aujourd'hui ne connaissent plus ce livre. Le double d'hier rencontre demain. C'est de Boubou Hama. Ok. Boubou Hama, qui a écrit Kotianima, grand historien, grand écrivain nigérien. Le double d'hier rencontre demain. Le double d'hier rencontre demain, c'est quelque part Samba Diallo de chez Kamilou Khan. Quelque part. Mais quelque part, c'est le commencement des douleurs de Soni Laboutansi. Mais c'est quelque part la main sèche de Chikayo Tamsi. Toutes nos mains sont sèches. Il faut qu'elles deviennent chaudes pour qu'elles donnent à voir ce qu'est l'homme, la main sèche. Un des plus beaux textes de Chikayo Tamsi, en dehors de Épitome que je vous ai. Mais quand je dis Chikayo Tamsi, mais je pense au vieux qui est de l'autre côté, et aujourd'hui il a 102 ans. Bernard Dadier. Bernard Dadier. Mais nous tous, nous avons été nourris par la pensée de Bernard Dadier. Il a 102 ans aujourd'hui. 102 ans. 102 ans. Oui. Mais entre ce que dit Bernard Dadier et ce que fait Centric, qui est là devant moi quand il fait sa musique, même quand il accompagne Youssou N'Dour, vous trouvez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Entre le temple égyptien et la colonne en forme de serpent des oiseaux zimbabwéens, d'elfes, quand vous allez à Kami, quand vous allez à Nyasaland, dans le Matebeleland, et quand vous allez de l'autre côté, vous voyez ce que ces Noirs ont fait il y a plus de 4 siècles. Vous serez aussi étonné que Gawes, le fameux Portugais qui est arrivé, a dit non, c'est pas vrai, c'est pas du Nord qui ont fait ça. Ici, mais ça recèle de la pensée. C'est très puissant. Allez au Zimbabwe, vous verrez des choses extraordinaires. Allez voir les masques Chokwe de l'Angola. Les masques Chokwe sont parmi les masques les plus chers aujourd'hui dans le monde. Il y a toute une pensée derrière. Donc, tout le sens de mon livre, c'était de restituer, à partir des travaux d'un certain nombre de nos artistes, y compris Viediba, parce que je le cite, y compris Viediba. Lorsque nous commençons à regarder les tableaux de Viediba, on disait, mais c'est quoi ça? C'était une nouvelle écriture iconographique qui s'annonçait là, qui était tout à fait décapante. C'est ça la pensée africaine aujourd'hui. Elle a ouvert des territoires de notre imaginaire à d'autres territoires les plus inouïs, les plus étonnants, qui montrent qu'aujourd'hui, il faut revenir à la pensée pour montrer que le travail de la pensée est essentiel pour penser notre modernité. Je vous remercie. Merci, Excellence, merci. En prenant la parole, vous disiez que vous n'avez plus rien à dire parce que ce que vous aviez à dire, vous l'avez dit dans le livre. Mais je pense que vous en avez encore à dire. Et le public ne manquera pas de vous demander à quand est le prochain ouvrage. Je viens de donner la clé à Suleiman. Ah voilà. Je crois que c'est présence africaine. Formidable. Formidable. Voilà, donc nous allons maintenant donner la parole au public. Donc la parole est à qui voudrait la prendre. Pour d'abord présenter mes excuses d'être arrivé en retard, professeur. Je suis vraiment désolé. Bon. Oui, un énorme plaisir de me retrouver avec Mariam autour du lancement de cet ouvrage-là. J'ai dit Mariam parce qu'il y a 1 an et demi, nous étions à Brazzaville. Le professeur vous en avait parlé. Nous avons passé de très beaux moments. Je suis très sensible aux amitiés que vous faites à Pape Ndao, au professeur Lam, que je salue, en les citant comme étant des gardiens du temple, oui, de l'égyptologie africaine.
Mais c'est peut-être par modestie que vous ne parlez pas de votre oncle Théophile Benga, chez qui nous avons passé un bon après-midi. Ce que je retiens de ce grand humaniste, c'est la force et la profondeur de sa pensée. Tout cela enrobé dans une très grande humilité, à la limite une sorte de nonchalance qui cache la pugnacité à laquelle vous appelez en parlant de cette relance, de ce rebondissement de la pensée africaine. Je commence par ça pour simplement magnifier et me féliciter de votre présence à Dakar. Cette terre que vous connaissez très bien, que vous aimez aussi. Quand nous avons eu l'information, Marie et moi, on a bondi de joie et de bonheur, parce qu'on se disait qu'il y avait une chance exceptionnelle à tenir, puisque cette passerelle que Senghor a construite à sa façon, on s'est baladé à Poto-Poto, on a vu des choses qui nous ont rappelé l'importance, disons, de ce lien à bâtir entre ces deux flancs du continent africain. Donc votre présence ici, au-delà de la diplomatie, c'est aussi cela. En tout cas, c'est le sens personnel que je retiens. Tout bonheur également, malgré vos charges et vos responsabilités, de sentir que vous êtes encore aussi passionné par la réflexion philosophique. Oui, cet ouvrage va être acheté, je pense. D'abord par nous, puisque c'est ça notre vocation. J'espère qu'Abdoulaye va nous laisser un petit stock d'une centaine d'exemplaires que nous allons acquérir pour à la fois nos bibliothèques, mais aussi les échanges que nous avons avec un certain nombre d'opérateurs. Ah, il est là. Je reprends ma phrase. J'espère que tu ne vas pas battre le record des ventes de l'année au point qu'il ne resterait plus d'exemplaires de cet ouvrage. Publiquement, je souhaiterais en acquérir une centaine pour notre réseau de bibliothèques. Vous voyez pourquoi je disais que ce sont nos partenaires privilégiés? Non mais c'est normal. Quand de bonnes choses se font comme ça, et qui, je l'ai dit ici il y a quelques mois, cette image que nous gardons de Dakar qui fait un peu de peine, voilà, que Harmattan, la place du souvenir, le monument de la Renaissance africaine essaie de corriger positivement. Oui, quelqu'un a dit que c'était le quartier latin de l'Afrique. C'est peut-être pas vrai. Brazzaville, Cotonou, c'est aussi d'autres quartiers latins à leur façon. Voilà. Mais enfin, Dakar a quelque chose d'exceptionnel. Et le fait d'organiser comme ça des rencontres, ce matin, il paraît qu'il y en avait, je n'ai pas pu. Voilà, qui montre que... La faculté de droit, j'ai fait un crochet à la faculté de droit, là où il y a les juristes qui sont retrouvés parce qu'il fallait un de mes auteurs à qui ses étudiants rendaient hommage aussi, le professeur Diokharaj. Oui, entre-temps, tu as dû passer devant la place du souvenir, où là, actuellement, il y a une... Max Sankalé également. Voilà, c'est ça le Dakar normal, on va dire. J'espère que ce sera également le Saint-Louis normal. Tu es en train de... Oui, mais enfin, on va y arriver, on va y arriver. Tout cela pour dire le bonheur que j'éprouve personnellement à me retrouver ici. En tout cas, en vous félicitant, en vous remerciant et en félicitant également son éditeur. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le directeur de cabinet. Bonjour, Excellence. C'est tout un plaisir de... Je n'ai pas encore lu le livre, mais je vous garantis que je vais le lire. Je suis mathématicien, mais je m'intéresse beaucoup à la philosophie, mais aussi à la question du panafricanisme. Parce que je fais quand même beaucoup de recherches sur le panafricanisme. Alors, dans votre mot introductif, vous avez souligné une chose qui a attiré votre attention, où vous avez dit, de façon générale, la pensée européenne montre toujours le chemin. C'est vous seul. Alors,
Si lui, il le dit, c'est pas gratuit. C'est partant d'un certain nombre de faits. Et ensuite, on met aussi en cause la pensée africaine. Et aujourd'hui, dans votre ouvrage, justement, vous soulevez beaucoup d'exemples où vous mettez justement en surface que, effectivement, les Africains, ou bien la pensée africaine, est réellement existante. Et ça nous fait du bien. Aujourd'hui, votre livre est un peu fédérateur de beaucoup d'auteurs, pas d'un seul pays, mais de beaucoup de pays. Et moi, je pense que c'est une opportunité pour nous qui pensons panafricanisme, que nous devions saisir pour voir qu'effectivement, déjà que rien que par la pensée, cette unité africaine-là est déjà là. Parce que vous avez réfléchi en tant que Congolais, mais en réalité, vous avez fait une transposition de votre pensée sur plusieurs pays africains et ça se regroupe en fait. Et donc cette union-là, c'est exactement ce que nous voulons dans la réalité en allant vers le panafricanisme. Et donc la question que je me pose justement, est-ce que vous en tant que grand penseur, parce que ce que vous avez écrit, ce que vous dites, on ressent que vous avez vraiment cette qualification-là d'être appelé grand penseur africain, avec vos collègues justement qui vous accompagnent. Est-ce que vous, en tant que grand penseur, vous ne pouvez pas aider le politique? Parce que justement pour arriver à l'Union africaine, c'est pas nous. Nous nous battons pour qu'on nous arrivons. Mais je crois que la clé, c'est le politique qui doit en arriver. C'est pour ça que je me pose la question, vous, en tant que grand penseur, est-ce que vous ne pouvez pas aider justement, par rapport à votre théorie justement philosophique, d'aider aussi le politique à comprendre que nous, en tant qu'Africains, en tant que penseurs africains, pour que nous soyons considérés, il faut obligatoirement que nous allions justement vers ce continent-là qui est unifié, par la pensée, mais par la politique, mais aussi par les actes. C'est un peu le sens de mon intervention et je vous remercie. C'est compliqué. Question. C'est la philosophie. Comme dans le feu de la lutte, quand nous étions jeunes, on disait toujours tout est politique. Ah bien, tout est politique. Les guévaristes que nous étions, guévaristes. Che Guevara. On peut laisser le bistouri pour le pistolet, mais pour la bonne cause. Donc tout est politique. Mais je vais vous dire une chose. Le panafricanisme dont vous soulignez tout à l'heure, à force, au fond, les pères fondateurs de l'OUA. Mais je vous apprends que l'idéologie officielle des pays africains, c'est le panafricanisme. La philosophie politique de l'Union africaine, c'est le panafricanisme, qui dérive en droite ligne d'un mot magnifique en Kosa, de Mandela, Ubuntu. Ubuntu. L'humanité, Ubuntu. Qui donne lieu à ce qu'on appelle les Swahili, Umoja, pas Moja. L'unité, pas Moja. Mais tout ça dérive d'un seul mot, Ubuntu. Chez nous, au Congo, Muntu, Muntu, l'homme, Moto, en lingala, Moto, en lingala, Moro, n'est-ce pas? Toujours. Il n'y a pas d'autre philosophie africaine que celle de montrer les vrais visages, les vraies figures de ce que c'est qu'un homme. Qu'est-ce qu'un homme?
Et toute la fabrication de ce qu'on appelle la politique, en tout cas au sens grec du terme, c'était cela, fabriquer l'homme pour que l'homme devienne homme. À partir de quoi, moyennant quoi, l'homme devient homme? C'est l'affaire de la pensée. C'est l'affaire de la pensée. Et à partir de là, je dis, la politique, au sens noble du terme, la politique, c'est-à-dire l'art à partir duquel l'homme se décarcasse de son aspect strictement animalier pour devenir homme, c'est ça la politique. Mais il n'y a pas d'autre philosophie que celle-là. Donc, un philosophe ne peut pas être conseiller de prince. Un philosophe, il a tout simplement à dire, voici ce qu'est l'homme, voici comment l'homme peut devenir homme. Toi, le politique, si tu veux réaliser cela, à ce moment-là, tu fais comme les démocrates grecs, tu choisis et tu décides. Les Grecs, ils ont choisi, ils ont décidé, ils ont appelé ça, ils l'ont appelé démocratie. Ils ont appelé ça oligarchie. Parce que les Athéniens étaient démocrates, les Spartiates n'étaient pas démocrates, les Lacédémoniens n'étaient pas démocrates. Vous comprenez? On décide. Qu'est-ce qu'on doit décider pour devenir homme et mériter des dieux? Voilà le pari des Grecs. Les Grecs n'ont jamais rien fait d'autre que ça. C'est ça la démocratie athénienne. Je n'ai rien d'autre à te proposer, Périclès, que mon embarras. C'est ce que dit Épiméthée. Il dit, qu'est-ce que tu me proposes pour que ces jeunes ne continuent pas à mourir pour la patrie d'une façon stupide? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut leur donner le beau. Il faut leur apprendre à aimer le beau. Il faut leur apprendre à aimer le vrai. Il faut leur apprendre à aimer le juste. Le juste. Parce que le beau, le vrai, le juste sont les seules vertus qui accompagnent Zeus. Et nous voulons tous devenir des Zeus. Mais pour être Zeus, il faut mériter de cela. Est-ce qu'on peut fabriquer l'homme? Est-ce qu'il y a une politique qui voudrait fabriquer l'homme à partir de ses vertus? Le beau, le bien, le vrai et le juste. Les Athéniens ont pris ce pari. Mais nous aussi en Afrique, on avait pris ce pari. Mon Dieu. Nous aussi on avait pris. Qu'est-ce qu'ils font ces lutteurs quand ils sont dans l'arène? Ces lutteurs-là, les baladins, comment on appelle les mots de qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils veulent imiter des dieux pour devenir des dieux. Donc à partir de ce moment-là, entre la politique et la philosophie, c'est pas compliqué. Le philosophe dit comment il faut penser, c'est qu'il a pensé. Le politique, il choisit, il doit décider. Quand il choisit, décide, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais je ne dirais pas comme... non. C'est la censure diplomatique. Merci. Voilà, il y a un autre orateur qui voudrait... Je me présente Issa Kane. Et très heureux de rencontrer des aînés avec, lors de mes 24 ans. Je pense à Vieux-Diba, Racine Senghor, Raphaël Yaye, à la Fondation Léopold Sédar Senghor. Hein? Bon, pendant que je m'essayais à la poésie et à l'écriture. Et bien entendu avec le grand Moustapha Tambodou, qui n'est pas dans cette salle. Excellence, je crois qu'il était plus facile pour nous d'être à l'écoute d'une conférence que vous tiendrez relativement à la coopération bilatérale Sénégal-Congo, aux questions diplomatiques tournant autour de la géopolitique. C'est plus aisé pour nous, autres profanes, que d'être aujourd'hui dans une situation où l'on nous enseigne
des trucs à la profondeur abyssale, n'est-ce pas? Bon, et nous cherchons à voir, à comprendre. Je crois que c'est très difficile. Nous avons tous le tourné, en vérité. Hormis, n'est-ce pas, 2 ou 4 personnes ici qui sont en situation de confort à l'écoute donc de ce que vous êtes en train de dire. Très beau, mais très beau, bon, très vrai, très juste, hein, pour vous citer tout à l'heure, n'est-ce pas, par rapport à ce grand philosophe des temps immémoriaux, n'est-ce pas, qui nous apprend ses valeurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, concernant la pensée africaine, la pensée universelle, avec les frustrations qu'on a entendues ici, non au Louvre, non au Quai Branly, non à un autre musée. La marginalisation qui s'est imposée à notre intelligentsia, à nos artistes, nous donne des motifs de satisfaction quand on voit aujourd'hui quel est le degré d'implication, de présence de nos cadres, de nos grands intellectuels, de notre intelligentsia, en tout cas créatrice. Quand on voit le professeur Souleymane Bachir Diagne qui vient de quitter, le professeur Jean-Luc, Jean-Luc et votre cadet Kifouani, n'est-ce pas, qui a fait une très belle présentation, aussi savante que bon, inconfortable encore, hein, parce que nous cherchons toujours à comprendre. Bon, je crois quand même qu'il faudrait être modeste pour dire que bon, nous avons applaudi parce que c'est très bien dit, en tout cas bon, du bout des lèvres, hein, mais nous cherchons toujours à comprendre. Certainement, au contact du livre, à la lecture du livre, nous serons davantage édifiés. Mais c'est juste pour dire que des motifs de fierté sont là. Les générations des Bernard Dadier, avec ses 102 ans, dont vous avez fait allusion tout à l'heure, ces générations sont très bien représentées à l'heure actuelle. Je parlais de mes aînés avec lesquels j'ai partagé une après-midi au CICES en 1984 lors de la réception que le Pen Club International avait réservée au président Senghor lors de son admission à l'Académie française. Et j'avais écrit à l'époque dans la revue utopique, n'est-ce pas, avec Jean-François Prière, n'est-ce pas, Danki. Donc, c'est cette génération-là, en tout cas, qui a donné un legs magistral qui nous donne aujourd'hui le courage d'aller plus en avant. En tout cas, je n'ai pas trop compris. Tout à l'heure, en sortant, je rentrerai avec le livre, Inch'Allah, et je vais essayer, n'est-ce pas, peut-être au bout d'une année, à mieux comprendre. Pendant qu'encore vous êtes là en mission, nous trouverons des plages, hein, pour nous rencontrer, essayer de comprendre. En tout cas, il faut beaucoup de pédagogie pour nous autres maçons, hein, pour comprendre ce qu'il y a dans ce livre. Je vous félicite. Hein, je remercie encore ce public qui a été comme moi, qui a beaucoup applaudi et qui devra compter encore à applaudir, mais surtout en rentrer avec le livre, n'est-ce pas, pour comprendre pourquoi on a applaudi. Et je suis persuadé, en tout cas, que nous avons tous une grande fierté à avoir ce genre de messieurs devant nous, n'est-ce pas, et en tout cas, l'Afrique en a besoin, n'est-ce pas, pour faire face à l'agression de l'autre côté et qui n'a pas encore fini de nous marginaliser. Hein, je vous remercie. Oui, monsieur l'ambassadeur, je m'étonne. Entre votre décret du 7 mai 2017 et la réception que le président Macky Sall vous a reçue pour votre accréditation le 22 février 2018, en ce temps de cours, quand est-ce que vous avez écrit le livre et combien de temps ça a duré? Ou bien en voyant de Brazzaville, vous avez ça dans vos valises? Le livre, disant de me mettre à penser,
qui était mon professeur d'histoire des idées politiques, avant qu'il n'aille au Collège de France. J'ai eu de la chance, moi, d'avoir eu des grands maîtres, excusez-moi. Il s'appelle Michel Foucault. Michel Foucault, un livre, c'est une boîte à outils. Vous ouvrez cette boîte à outils et vous prenez l'outil qui vous paraît le mieux et vous faites votre vie avec. Ce livre, ce sont des plaquettes. Ce sont des plaquettes que j'ai commencé à penser depuis longtemps. Lui, il a pointé 91 parce que nous nous sommes rencontrés en 91. Mais des plaquettes là qui sont vieilles, comme l'a dit Delphes, qui sont vieilles, très très vieilles. La plaquette sur Hardy de 82. De 82, je suis en Sorbonne avec le plus grand spécialiste de l'histoire de l'art à la Sorbonne à l'époque, Jean Laude. Jean Laude, personnel, Jean Laude. Et il m'invite, il me dit, ah ben il y a un philosophe parmi nous, est-ce que vous pouvez pas nous faire un petit topo sur l'art nègre? Trouvez-nous un livre sur l'art nègre. Parce que vous allez prendre ce beau livre, mais méchant, c'est un livre très méchant, l'art nègre, l'art animiste de Georges Hardy, qui est un livre de 1927. Beaucoup ne savent pas, ce livre est un livre clé. Le livre de Père Tempès, la philosophie mentale. Les 2 tiers de ce que dit Père Tempès, c'est dans ce livre. Dans le livre de Georges Hardy, qui s'appelle L'art animiste, 1927. Et donc, Jean Laude me dit, écoute, est-ce que tu peux nous en parler? Donc, c'est une réflexion que j'ai menée depuis 1982, juste à propos du concept de art nègre. Art nègre. Apollinaire disait à son époque, art nègre, ne connaît pas. Il disait comme ça, art nègre ne connaît pas. Mais il n'y avait pas plus amoureux de l'art nègre que Apollinaire. C'est Apollinaire le premier, dans les années 40, qui réclamait que les arts d'Afrique noire soient exposés au musée du Louvre. Et c'était le premier, alors que le musée du Louvre, parce que l'art nègre n'était pas considéré comme étant un art. C'était l'art des peuples dits curieux, puisqu'on appelait ça les objets de curiosité, les objets appartenaient au muséum, pas des beaux-arts, mais au muséum d'histoire naturelle. Parce que les objets dits nègres étaient simplement des objets qui montraient tout simplement quel était le stade d'évolution de la pensée de l'homme noir. Et donc la sculpture qu'ils voyaient disait, ah, cette sculpture, ça représente un fétiche, donc leur mentalité est une mentalité biologique, est une mentalité qui ne procède pas, il est qui ne procède pas à la faculté de juger, comme la faculté de raisonner, encore moins la faculté de connaître. Bref, la sculpture ne peut pas donner lieu à ce que John Locke appelait la réforme de l'entendement. Paraît-il, les Africains sont les seuls qui n'ont jamais procédé à la réforme de leur entendement. Comment voit-on le monde? C'est quoi que le monde pour nous? Les Africains ne sont jamais arrivés à une telle heuristique. C'est une vraie blague. Vous avez compris. Et donc, par conséquent, le livre de Georges Hardy, que je vous donne, il est épuisé, malheureusement il est épuisé. Ce livre était un livre extraordinaire parce que par la sculpture, la sculpture, il montrait comment fonctionnait la pensée des Africains. Par la sculpture, il disait cette pensée procède de cette façon tout simplement parce qu'elle ne peut pas accéder à l'élaboration calculatrice de la pensée au sens de Leibniz. Au sens de Leibniz. Donc elle ne peut pas procéder au calcul différentiel. Elle ne peut pas... Non, des absurdités. Mais ça tenait. Aujourd'hui encore, beaucoup d'anthropologues issus de cette école pensent qu'il n'y a rien à faire. Je prends un seul exemple. Nous tous sommes Sénégalais aujourd'hui pour le football. Mais combien d'Africains
font le catamaran, comment les Africains font la traversée des océans. Bref, la pensée africaine, d'après cet auteur, la pensée africaine ne peut pas éprouver la peur de la peur. Les Africains ne peuvent pas conquérir la peur. Parce que c'est une pensée qui est toujours préontologique. Préontologique, qui est restée à l'état, disent-ils, embryonnaire. Des arguments extrêmement dangereux. Un président français a repris ces arguments ici, à Dakar. Vous comprenez, comme dirait quelqu'un, comprenez mon émotion. Donc, et donc, la fabrication de la pensée, au sens des Descartes, au sens de Leibniz, au sens de Husserl, de Heidegger, au sens grec du terme, les Africains sont incapables d'une telle fabrication de la pensée. Voilà pourquoi ils ne pourront jamais rien faire. Ils resteront toujours au stade de la fabrication de la pirogue, n'est-ce pas, puisque ils resteront toujours en deçà de la thermodynamique. C'est quand même extraordinaire. Et ça vient de Georges Hardy. Ça vient de Georges Hardy. Et moi, j'ai pris ce livre, je l'ai lu, et quand je l'ai lu, j'ai dit, mon Dieu. Et beaucoup des inepties que beaucoup d'anthropologues continuent à entretenir sur la pensée africaine viennent de ce livre, Georges Hardy, qui est un livre étonnant, parce que ce soit Claude Lévi-Strauss, que ce soit une grande dame de l'ethnologie française, paix à son âme, il n'y a pas longtemps il est décédé, Françoise Héritier, qui était une grande anthropologue, professeure au Collège de France, quelque part, elle reprenait même un certain nombre de ses pensées. Et donc, c'est pour vous dire que ce livre de Georges Hardy, qui m'avait intéressé, vous voyez, la réflexion, je l'ai bâtie depuis 82, donc ce n'est pas aujourd'hui, sur Zimbabwe. Sur Zimbabwe, elle est partie, mais c'est encore une dame, Christiane Falgaret, elle est directrice du musée d'Aper. Moi, je suis conférencier au musée d'Aper avec mon ami Boni, pas Boni l'actuel, non, l'autre, Boni Gabin, qui est camerounais, ami de Simo Djami. Je suis conférencier au musée d'Aper, Christiane Falgaret me fait venir, me dit, bon, et je rencontre là un photographe qui s'appelle Gaston Le Petit. Gaston Le Petit me dit, bon, on va aller au Zimbabwe. Je vais faire un certain nombre de photos et vous allez faire le texte. Et lui, il a pris des photos sur les anciennes, tout ce qui est archéologique de Zimbabwe. Et il a pris des photos, nous sommes allés voir les vieux palais de roi Rosie là-bas. Et j'ai regardé, et puis il m'a dit, il faut interpréter. Et j'ai interprété les cyclones, j'ai interprété les oiseaux, les grands oiseaux. Quand vous arrivez à Harare, c'est des grands oiseaux, ils sont immenses. D'ailleurs, sur la plupart des monnaies de Zimbabwe, il y a la réplique de ces oiseaux-là. Et donc, je disais, mais comment ils ont fabriqué une architecture qui ne ressemble pas du tout à l'architecture égyptienne, et encore moins à l'architecture djénéké, de Djéné. D'où vient cette architecture? Donc je me suis mise à réfléchir sur cette architecture et j'ai découvert, au-delà de la pierre, au-delà de l'embossement des pierres et au-delà de la façon dont ils embossaient les pierres, qui était différente des Égyptiens, ils avaient là une élaboration de la pensée qui passait par la pierre, qui était quelque chose d'extraordinaire, mais qui montrait comment l'homme avec la pierre font un mariage extraordinaire pour donner lieu à quoi? À Ubuntu. Et j'ai trouvé ça quelque chose d'original.
Parce que la même sensation, je l'ai ressentie quand je suis allé au Mexique et au Paraguay, quand vous regardez l'architecture inca, aztèque ou olmèque, c'est étonnant. Mais comment on peut faire de la pierre comme ça? C'est qu'il y a une pensée extraordinaire. Et donc je dis, bon, tout comme l'âme va me corriger, hein, et tout comme la pyramide est un grand discours ontologique, métaphysique, hein, la pyramide est un grand discours métaphysique du pharaon, le fils de Dieu, le fils de roi. Je me dis, pareil, la pierre zimbabwéenne est un discours qui dit, voici l'homme zimbabwéen. C'est comme ça. C'est à partir de ce moment-là, avec Gaston Répété, là, on travaillait pour un grand magazine photographique qui s'appelait Kama à l'époque à Paris. On travaillait, c'est comme ça que j'ai fait ce texte. Et donc c'est pour dire que c'est depuis longtemps que je rumine ce type de travail. Nul pour soi, nul pour autrui. C'est Amsel, Jean-Louis Amsel. Jean-Louis Amsel me demande, me dit, bon, parce qu'à Brazzaville, on avait fait une exposition à partir d'une problématique simple. Le nu dans l'art africain. Le nu dans l'art africain. Ce qui est extraordinaire, le nu. Est-ce que les Africains peignent ou sculptent le nu? C'est une question métaphysique terrible. Et à partir de là, je me dis, mais c'est quoi que le nu? Qu'est-ce que... Et donc je parle d'une parabole de l'Épinza du Congo démocratique qui dit une chose simple. Moutaka Yakoba Mamon a raté. On ne peut pas dessiner la nuit d'une torche. C'est pas possible. Mais c'est une énigme terrible. Moutaka Yakoba Mamon a raté. Omuna Moutaka Yakoba, mais c'est pas possible. Omuna Moutaka Yakoba, mais c'est la destruction totale. C'est la destruction totale. Et donc à partir de là, j'ai essayé de réfléchir sur ce que c'est que le nu, comment il est pensé dans la philosophie africaine, dans la sculpture africaine, qui n'est pas un nu qui prédispose à une érotisation du corps, à une pornographie du corps, mais qui plutôt célèbre le corps d'une autre manière pour faire que le corps soit plutôt un spectacle divin. Parce que le nu chez nous équivaut au culte de la maman, au culte de la mère, au culte de la femme. Et à partir de là, il y a un certain nombre de paramètres qui montrent que ce nu-là ne peut pas être le nu de la Vénus de Milo, et qu'il y a une autre métaphysique qui n'est pas celle de Monet, qui n'est pas celle de Manet, mais qui est celle de Viediba, qui est celle de Chéri Samba. Impossible de voir le nu parce que précisément on ne peut pas accéder au nu, tout simplement parce que le nu c'est le reflet de l'invisible dans le visible. C'est ce que je voulais dire, tout simplement. Bref, une dernière question et puis le directeur du cabinet va conclure. Il fallait acheter le livre. Merci. Je pense qu'on va devoir peut-être terminer parce qu'il y a la séance de dédicace, bien sûr, et peut-être des interviews par rapport donc, au public. Vous aurez quelque chose à dire peut-être avec la presse, n'est-ce pas? Donc, à votre permission, je vais prononcer peut-être le mot de la clôture. Excellence. Les philosophes disent il n'y a jamais de mot de clôture. Parce qu'il faut clôturer par un autre mot. Donc, on n'a jamais clôturé. Absolument. Peut-être le professeur Aboukri Moussalam est là, il est parti. Oui, parce que j'aimerais quand même lui rendre hommage. Monsieur Pape. Pape, il est là, il faut Pape est là. Pape est là, Pape Ndoé. Pendant peut-être que les auteurs se rencontraient à Harlem là-bas en 89, 90, 91, le professeur Aboukri Moussalam nous enseignait l'égyptologie à l'université. Au département d'histoire, il nous enseignait la créativité africaine dont il parle là, dans ce livre. Vous voyez, il nous enseignait la primauté de la civilisation noire à travers la civilisation de l'Égypte pharaonique. Il nous enseignait justement cette unité culturelle du monde noir à travers les écrits de Cheikh Anta Diop. Et c'est pourquoi, peut-être en prenant la parole, je voudrais tordre le cou au protocole pour lui rendre hommage, pour
professeur Abou Salam, il a été mon professeur à l'université. Pendant ce temps, le professeur Bacheli nous a enseigné le procès de Rivonia qui a enfermé Nelson Mandela, n'est-ce pas? Donc vous voyez que les enseignants, vous aussi vous êtes professeur. Donc je voudrais au nom du ministre Abdelatif Coulibaly quand même prononcer un mot à l'endroit de son Excellence. Dire que j'ai eu un grand plaisir à partager avec vous ces moments de consolidation de l'amitié et de l'humanisme par le raccourci ou par le détour de la philosophie serait formulé un lien commun dont je tiens volontiers à me garder. Pour user d'un langage simple et commun, j'aurais dit que c'est évident si le prestigieux public ici rassemblé et surtout les très belles illustres philosophes, maîtres de l'art, m'accordent que cette évidence, ce qui s'impose à moi et à certains autres comme réel de façon immédiate, autant par les sens que par la raison, que cette évidence donc est également vraie. Je voudrais ne pas m'étendre outre mesure sur cette problématique de l'évidence et du vrai, redoutant d'être ainsi dérouté de mon projet de propos. Aussi resterai-je modestement sur le terrain stable et plus rassurant de l'empirisme en me limitant sagement aux contours sensibles du phénomène. Celui-ci convient mieux au groupe de profanes auxquels je revendique d'appartenir, comme Michel Le Maçon d'ailleurs. N'est-ce pas? Oui, c'est un plaisir et réel plaisir d'être ici répondant au nom de M. Abdelatif Coulibaly, ministre de la Culture, à l'aimable invitation de notre ami et frère Jean-Luc Akaevi, philosophe et homme de culture émérite. On vient de recevoir son CV tout à l'heure. Vous voyez, quand je l'ai parcouru, je dis, bon Dieu, on a encore du chemin à faire. Aujourd'hui, ambassadeur au Sénégal de son si beau pays, la République du Congo. Monsieur l'ambassadeur, pour rester dans le registre de la tautologie, je rappelle que pour être représentant accrédité de votre pays au Sénégal, vous n'en êtes pas moins chez vous. Au pays de la Teranga où vous comptez de très nombreux parents et amis. Le signe le plus éloquent de ce point de vue, c'est que les dernières lignes de votre livre que nous fêtons aujourd'hui ont été rédigées ici à Dakar. En décembre dernier, et l'ouvrage lui-même a été imprimé à Dakar au mois d'avril passé. Créativité africaine et primitisme occidental a donc assurément la nationalité sénégalaise. En tout cas, nous la revendiquons. Nous la revendiquons en tout cas. Même si par ailleurs, vous avez commencé à écrire depuis votre rencontre à Harlem, mais la nationalité sénégalaise de ce livre-là, nous la revendiquons. Mais tel n'est ni sa vocation ni son ambition, ce livre-là. C'est un livre qui dit l'Afrique face à son reflet et l'Afrique confrontée au monde. Réflexion grave, c'est-à-dire sérieuse, sur le fondement même de notre être au monde, notre culture. Voilà pourquoi, de prime abord, ce livre interpelle notre département ministériel, le ministère de la Culture. Et vous me comprenez aisément, Excellence, pour avoir vous-même occupé d'éminentes fonctions au ministère de la Culture et des Arts du Congo. Mais votre livre nous intéresse par ailleurs parce qu'il parle d'esthétique, de philosophie esthétique. Mesdames et messieurs, avant d'en dire un peu plus sur ce sujet, permettez-moi de faire avec l'auteur quelques rappels historiques déterminants. Le début du siècle passé, période de colonisation triomphante, coïncide également avec la découverte révolutionnaire de l'art nègre, qui va irriguer des formes et des couleurs neuves l'art européen. C'est aussi le moment où des intellectuels négro-africains prennent en charge le destin culturel et politique du continent. Parmi ces 10 fils d'Afrique, Jean-Luc Akaevi distingue la haute figure d'Aline Diop. Vous l'avez cité à plusieurs reprises justement dans votre capitaine d'équipe charismatique qui fit le pari de présence africaine. Une institution, présence africaine. Depuis, beaucoup d'eau a continué à compter la vie des fleuves millénaires. L'Afrique, prenant en main résolument sa présence, une philosophie et une esthétique millénaire entre le sillage de l'inconscient collectif
culturel africain sous la bannière du panafricanisme. Il a évoqué tout à l'heure, effectivement, chez le panafricanisme, premier acte par l'organisation de l'unité africaine depuis sa création en 1963 à Addis Abeba. Ce que je retiens de cette histoire, c'est que, comme le dit l'auteur, le panafricanisme suivant la cadence intellectuelle et spirituelle que lui confère l'action d'Alioune Diop apparaît donc comme la première véritable entreprise philosophique et idéologique de la pensée africaine moderne. En ouvrant cette veine de mine bien riche, le livre s'inscrit d'emblée dans une dynamique ouverte vers la modernité qui demeure la marque de fabrique de l'art nègre, de l'art primitif à l'art premier. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout un débat donc qui nous occupe de prime abord. Excellence, monsieur l'ambassadeur, monsieur le professeur, cher auteur, devrais-je dire. Difficile de savoir lequel interpeller de ces trois personnalités réunies en un. Ambassadeur, professeur, auteur. Qui vais-je interpeller? C'est selon. Peu importe, car dans ce domaine, celui de la création, celui de l'esthétique, vous nous prouvez à suffisance que la complexité, je ne dis pas le complexe, est consubstantielle à la pensée. Et bien sûr, à l'action sans ignorer que la pensée est action. Pour le Sénégalais d'adoption que vous êtes, pour les Sénégalais et les Africains ou citoyens du monde que nous sommes, pour les partisans d'une Afrique porteuse de germes de sa propre floraison, il me semble important de rappeler la part significative de votre pays, le Congo, à partir de Poto-Poto. N'est-ce pas? Cette part que votre pays a prise effectivement dans la mise en forme d'une esthétique africaine toujours enceinte de son renouvellement permanent. L'école de Dakar, qui nous vaut tant de satisfaction depuis plus d'un demi-siècle, vit du souffle essoufflé de Pierre Dots. N'est-ce pas? Tout doit arriver des berges du Congo. On se comprend bien. Et naquit le conservatoire de Dakar, n'est-ce pas? Le Festival mondial des arts, les manufactures des arts décoratifs de Thiès, et les galeries et les ateliers et les espaces multiformes d'expression d'une esthétique qui continue d'étonner le monde. C'est-à-dire de prouver à chaque regard le choc inattendu, mais paradoxalement attendu de toute œuvre d'art. Le Sénégal, sous l'impulsion du président Macky Sall, et dans la ligne d'une tradition établie, veille à entretenir cette flamme. La Biennale de l'art africain contemporain qui vient de fermer ses rideaux en est une belle illustration. Cette Biennale est une vitrine, un appel d'air et une obstination nécessaire à notre volonté commune en Afrique de perpétuer la vie dans la fidélité aux valeurs humaines mises au goût de la modernité. Dans le même esprit, sous l'angle d'une perception plus profondément ancrée dans l'histoire, mais d'une histoire qui continue de s'écrire, le nouveau des civilisations noires sera inauguré à Dakar en décembre prochain. Son projet est vieux, mais sa pertinence lui a donné l'énergie des naissances inflexibles. Mesdames et messieurs, l'ambassadeur philosophe nous invite à vivre intensément la diplomatie culturelle, par le livre et par l'art, par la parole aussi, comme en atteste notre rencontre d'aujourd'hui. Sans doute donne-t-il raison à ceux qui, parmi ses maîtres, qui recommandent une alliance de raison entre détenteurs du pouvoir de gérer les cités et les philosophes. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'il inspire effectivement nos politiciens pour donc quelque part fonder carrément le panafricanisme. On y gagne en sagesse, bien entendu, et en humanisme, qui est notre honneur à nous tous les humains. Je voudrais terminer en félicitant très chaleureusement notre frère et ami Jean-Luc Akaïvi pour ce livre savant et instructif sur l'esthétique, sur la philosophie esthétique. Et le technicien a parlé tout à l'heure, j'allais terminer par une recommandation forte au directeur du livre de la lecture, dans le cadre du fonds d'édition, n'est-ce pas, du fonds d'édition, de commander effectivement ce livre-là. Il a déjà parlé d'une centaine d'ouvrages, je n'en dirai pas plus. Donc, il faudra acquérir cela avec M. Ablaye Diallo. Au nom du ministre de la Culture, donc, je vous remercie de votre attention.